Dans le cadre des journées d'études de sociologie des Masters 2 de l'Université de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiantes de sociologie des universités de Tours, de Poitiers et de Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Océane Ferracha, étudiante en Master 2, parcours analyse du social à l'Université de Poitiers. Son mémoire, intitulé Lycée-Université, une rupture, faire l'expérience de la L1 de sociologie, et dirigé par Mathias Munier, porte sur l'entrée à l'université et la potentielle rupture vécue par les étudiants qui sortent du lycée. Elle s'appuie alors sur la sociologie de l'éducation et de la socialisation. Ses axes de recherche concernent la scolarisation, la socialisation étudiante et les pratiques d'apprentissage dans le supérieur. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les raccourcissant et en les modifiant pour les rendre plus dynamiques. Bonne écoute. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter ma recherche de Master 2 qui concerne l'entrée à l'université et plus précisément l'expérience de licence 1 de sociologie. Comme nous le savons, entrer à l'université est un moment charnière dans les trajectoires scolaires et pour beaucoup d'étudiants, ce passage est présenté comme une rupture avec le lycée. Cette idée de rupture est d'ailleurs largement partagée, que ce soit par les enseignants, les institutions ou les étudiants eux-mêmes. Concrètement, cette rupture peut prendre plusieurs formes. Elle concerne d'abord les apprentissages, donc les étudiants passent d'un grand encadrement avec des devoirs réguliers ou des suivis très importants à un univers où le travail personnel et la prise d'autonomie devient central. Elle concerne aussi le rapport aux enseignants, donc souvent plus distant à l'université. Et ce changement touche également à l'organisation du temps, donc beaucoup plus souple en apparence, mais qui suppose en réalité une forte capacité d'autonomie. Elle peut aussi s'accompagner de transformations plus concrètes, comme par exemple le fait de quitter le domicile familial. Mais si cette idée de rupture est exposée comme concrète, elle mérite d'être interrogée. Est-ce qu'elle est vraiment vécue de manière uniforme par les étudiants ? Tous expérimentent-ils cette transition de la même façon ? Ou bien cette rupture varie-t-elle selon les parcours scolaires, les origines sociales et les ressources dont disposent au préalable les étudiants ? C'est à ces questions que je m'intéresse aujourd'hui, en prenant pour objet les étudiants de première année de licence de sociologie. Et plus précisément, il s'agit de comprendre comment ces étudiants font l'expérience de l'entrée à l'université et comment ils donnent sens à cette transition entre le lycée et le supérieur. Donc, ma recherche s'appuie sur une enquête qualitative par entretien menée auprès de 15 étudiants, donc 14 étudiantes et 1 étudiant. Ces enquêtés ont été recrutés principalement via les travaux dirigés. Ce mode de recrutement n'est pas neutre et il produit certains effets qui sont importants à signaler maintenant. Donc déjà, il faut savoir que la moyenne générale des étudiants que j'ai pu interroger est autour de 13,5, alors que celle de l'ensemble de la promotion est autour de 10. Autrement dit, mon enquête porte davantage sur des étudiants plutôt en réussite académique. De plus, le fait de recruter en TD implique que les étudiants les plus absents ne sont pas interrogés dans mon enquête. Le cas également de la population masculine est à soulever. Bien que les différents TD semblent de part égale, seul le sexe féminin est très représenté dans mon devoir. Cela constitue donc un biais important qui m'emmène à considérer que les difficultés les plus fortes sont probablement sous-représentées dans les résultats que je vais pouvoir vous présenter. Pour situer un peu le contexte, j'ai enquêté auprès de l'université de Poitiers. Il faut savoir qu'au 30 septembre 2025, donc à la rentrée, la licence 1 de sociologie compte 221 inscrits. Parmi eux, à la fin du semestre, donc du premier semestre, il y a eu 42 abandons sans information recensée, ainsi que 13 démissions, 17 réorientations et une césure. Donc ces chiffres montrent que la première année, c'est vraiment un moment d'instabilité importante. La réflexion se porte alors sur l'idée que l'entrée à l'université constitue bien une rupture, mais une rupture inégalement vécue, qui dépend fortement des trajectoires scolaires, sociales des étudiants. Pour le montrer, j'ai structuré mon propos d'aujourd'hui en 3 temps. Premièrement, je reviendrai sur les conditions d'orientation vers la sociologie, puis j'analyserai la rupture pédagogique et institutionnelle que représente l'entrée à l'université. Et enfin, j'analyserai les dimensions plus sociales de cette transition.
Donc le premier point que je vais aborder ici, du coup, concerne le choix d'orientation vers la sociologie, qui relève parfois d'un choix plutôt contraint, finalement. Elle s'inscrit dans un espace structuré, notamment par les plateformes du coup Parcoursup, qui jouent un rôle central dans la distribution des étudiants dans les différentes filières. Pour une partie des étudiants interrogés, la sociologie apparaît comme un choix par défaut, après un refus par exemple dans d'autres formations. Nous retrouvons également des étudiants qui s'orientent vers la sociologie pour atteindre d'autres objectifs. La majorité de mes enquêtés, c'était pour atteindre du coup un master MEF. Et dans ces cas-là, l'entrée en sociologie ne correspond pas nécessairement à un projet initial, mais plutôt à une adaptation aux contraintes du système d'orientation. Pour d'autres, il s'agit d'un choix plus affirmé, mais qui reste souvent construit à partir d'informations partielles qui sont construites par les cours d'SES du lycée. La réalité, une fois en sociologie, est souvent décrite par les enquêtés comme très différente. L'une de mes enquêtées explique d'ailleurs, je cite, « Je pense qu'on allait surtout parler de la société, mais en fait, on étudie énormément les auteurs et les théories. » On voit donc ici qu'il y a un premier décalage qui se fait entre les représentations et la réalité universitaire. Cela montre que l'orientation est à la fois contrainte et différenciée selon du coup, les trajectoires. Concernant les représentations de la sociologie et de l'université, du coup, les étudiants arrivent à l'université avec des représentations souvent du coup imprécises, comme j'ai pu le dire. De la même manière, l'université est souvent associée à une plus grande liberté. Certains étudiants s'attendent à un cadre moins contraignant, voire plus facile, si je reprends les termes de certains de mes enquêtés. Or, ils découvrent rapidement que cette liberté s'accompagne d'exigences importantes, notamment en termes de travail personnel. Ce décalage entre représentation et réalité constitue déjà une première forme de rupture. Cependant, cette rupture ne touche pas tous les étudiants du coup de la même façon. Les étudiants disposent d'un capital scolaire qui est plus élevé, c'est-à-dire ayant acquis des méthodes de travail déjà efficaces au lycée, semblent mieux armés pour faire face du coup aux exigences universitaires. A l'inverse, ceux qui ont connu un parcours scolaire plus fragile peuvent être davantage déstabilisés. Les origines sociales jouent également un rôle important. Les étudiants issus de milieux familiers avec l'enseignement supérieur disposent souvent de repères implicites qui facilitent du coup leur adaptation. Pour les autres, l'université peut apparaître comme un univers plus étranger et plus difficile à s'adapter. Ainsi, dès l'entrée dans la filière, les conditions d'expérience de la rupture sont déjà très différenciées. Donc on va passer au second point maintenant qui concerne concrètement cette entrée et la possible rupture vécue, donc plus dans le concret, disons. L'un des premiers changements concerne du coup l'encadrement. Les étudiants passent d'un cadre très structuré à un environnement beaucoup plus autonome. Les règles sont moins explicites et il faut apprendre à les comprendre par soi-même. Cela peut générer un sentiment de désorientation au début de l'année du coup. Certains étudiants évoquent le fait de ne pas toujours savoir ce qui est attendu d'eux. L'autonomie est aussi du coup une dimension centrale dans l'expérience universitaire. Les étudiants doivent apprendre à organiser leur travail, à gérer leur temps et à maintenir une discipline personnelle. Cette transformation est loin d'être évidente pour tous. Dans mon enquête, les étudiants interrogés semblent relativement capables de s'adapter, ce qui peut s'expliquer par leur niveau académique. Cependant, il est probable que les difficultés les plus importantes soient du coup moins visibles, comme j'ai pu le dire, en raison du biais que j'ai pu expliquer précédemment. J'ai fait le choix de prendre l'exemple de deux de mes enquêtés pour faire un parallèle sur la question de l'autonomie. Donc, je vais vous présenter un peu mes deux enquêtés, brièvement. Donc, on va commencer par Liana. Elle vient d'un bac agricole, dans l'agroalimentaire. Sa famille ne croyait que moyennement en elle. Et il lui faut encore prouver aujourd'hui qu'elle est capable de réussir tout au long de sa scolarité et du coup aujourd'hui encore. Son père est ouvrier qualifié et sa mère est DJ, donc en contrat saisonnier généralement. Elle a fait l'école à la maison, cours donnés par sa mère en fin de collège, donc en troisième. Elle n'est pas toujours très assidue car elle y arrive grâce à sa fameuse méthode qu'elle m'a expliquée. Elle passe beaucoup par ce qu'elle appelle l'autonomie et se fait confiance et croit du coup en ses choix. Elle ne savait pas si elle voulait aller en sociaux, mais le choix du coup s'est fait car elle voulait rester à Poitiers et non changer de ville. Elle prend également le train tous les jours, donc elle fait 50 minutes le matin et 50 minutes le soir, et vit du coup encore avec sa famille.
Du coup, cet extrait montre donc sa façon de réviser et de s'organiser pour les examens. Donc je la cite, elle m'explique: «Alors ce que j'ai fait, c'est du 20-80 et c'est la meilleure méthode. Même si tu révises 2 semaines avant, c'est très bien. Tu demandes à l'IA de te faire du 20-80, il mobilise 20% de ton cours pour en comprendre 80. Et c'est comme ça que j'ai eu mes bonnes notes. Parce que on n'est plus au lycée, où on devait tout apprendre par cœur. Là, aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de comprendre les bases, pour ensuite élargir en apprenant des définitions qui sont obligatoires, comme les faits sociaux ou trucs comme ça. Mais sinon, pour le reste, c'est le concept large. Donc on comprend bien la façon de fonctionner de l'IANA donc dans cet extrait, et on pourrait l'analyser dans un premier temps comme ceci. Donc l'IANA met une stratégie d'apprentissage en place qu'elle appelle du coup la méthode du 20-80. Son discours montre du coup une rupture assez claire avec le lycée qu'elle associe du coup à l'apprentissage par cœur. À l'université, elle valorise au contraire la compréhension des bases et la capacité à élargir à partir des concepts centraux. Maintenant, voyons le cas du coup de ma deuxième enquêtée, donc j'ai nommé Coralie. C'est une élève très studieuse qui a eu son bac général avec les spécialités mathématiques et SES, qu'elle a eu avec les félicitations. Elle est très encadrée par ses parents et sa famille, qui l'encouragent à la réussite. Pareil pour les professeurs qui lui montrent qu'elle était une super élève au lycée, et maintenant, d'ailleurs, la relation plus distante avec les professeurs de la fac la dérange. Son père est du coup artisan menuisier et il a fait un CAP, et sa mère est secrétaire dans une concession automobile. Elle se met énormément de pression dans sa vie et surtout à l'école. Et du coup, je commence moi par lui dire, je cite: «Tu peux me parler un peu des partiels et des examens que tu as eus?» Elle me répond: «Oui. Alors déjà, j'ai été étonnée parce que on a eu des contrôles de connaissances, des questions de cours pour chaque UE. Et moi, ça m'a étonnée parce qu'à la fac, je m'attendais à des dissertations, des choses plus complexes quoi, en soi, que juste des connaissances quoi. Mais bon, et je me suis dit, c'est super parce que moi j'adore apprendre par cœur, donc pour répondre, c'est plus simple. Et en TD, du coup, je lui demande, elle me répond: alors en TD, j'ai eu un pensée sociologique, et d'ailleurs, je me suis énervée contre le prof pendant genre une demi-heure parce qu'on avait 1h30 pour le devoir. On a travaillé 4 textes où on avait des questions, et donc moi j'ai tout appris par cœur, mais par cœur quoi. Parce que c'était pas les choses que je comprenais toujours, et là je retourne le sujet, je vois quoi? Des choses qu'on n'a pas vues. Donc j'ai débattu avec le prof parce que c'est pas normal quoi. Donc pour analyser un peu cela, nous pouvons dire que Coralie apparaît comme une élève très investie, issue du coup d'un parcours scolaire très valorisé, avec un bac du coup obtenu avec les félicitations et un fort soutien familial. Elle a été socialisée dans un cadre scolaire très structuré où son travail et sa rigueur étaient reconnus par les enseignants. Nous pouvons donc imaginer que Liana arrive mieux à gérer dans une première idée l'autonomie et la découverte du supérieur. Cependant, il faut remettre la notion d'autonomie au centre de la question. Liana, du coup, paraît plus autonome sur la façon de s'occuper d'elle, mais en fait, cette façon de procéder n'est pas forcément l'autonomie académique dont on parle, et une autonomie que Coralie, du coup, représente bien mieux finalement, après analyse. Donc, dans le cadre de la licence de sociologie, le rôle des étudiants est central dans la construction de leur autonomie, contrairement au lycée. Il ne faut pas seulement dans une position de réception des connaissances, mais plutôt être acteur de leur apprentissage. Ça implique d'abord une capacité à organiser leur travail de manière régulière. Les étudiants doivent gérer leur temps, anticiper les échéances et ne pas se limiter aux seules heures de cours. Une grande partie du travail du coup se fait en dehors de la classe. Ensuite, ils doivent adopter une posture active face au savoir, ce qui signifie de ne pas se contenter d'écouter, mais chercher à comprendre, à questionner et faire des liens entre les sujets. Les étudiants ont également la responsabilité d'aller chercher l'information par eux-mêmes. Ils doivent apprendre à utiliser différentes ressources afin d'enrichir leur réflexion et de ne pas du coup dépendre uniquement du cours. Enfin, être autonome, c'est aussi savoir identifier ses difficultés et demander de l'aide de manière ciblée. L'autonomie ne signifie pas être seul, mais savoir quand et comment solliciter un accompagnement. Cela montre que l'autonomie, souvent présentée comme une compétence individuelle, est en réalité socialement différenciée. Elle est également très représentative du parcours et de l'attachement scolaire chez les étudiants. Les modes d'apprentissage évoluent du coup également.
Les cours magistraux nécessitent une prise de notes active qui n'est pas toujours maîtrisée au départ. Les travaux dirigés demandent des capacités d'analyse et de réflexion nouvelles. Beaucoup de mes enquêtés rapportent d'ailleurs que les diaporamas et la vitesse des professeurs ne permettent pas d'assimiler complètement l'ensemble des discours. On comprend d'ailleurs que la prise de notes se montre parfois sélective sur des aspects qui semblent plus importants à noter que d'autres pour gagner en fait du temps. Les attentes des enseignants ne sont pas toujours explicitement formulées, ce qui peut renforcer les inégalités entre étudiants. Les 42 abandons dont j'ai pu parler tout à l'heure dans la promotion montrent que certains étudiants ne parviennent pas toujours à trouver leur place dans ce nouvel environnement universitaire. Les réorientations montrent également que la première année constitue souvent un moment d'ajustement des trajectoires. Ainsi, la rupture pédagogique ne tient pas seulement à un changement de contenu, mais aussi à une transformation des manières d'apprendre. Donc, nous allons passer maintenant au troisième point de mon enquête, qui concerne le côté plus social de la rupture universitaire. Donc, pour certains étudiants, l'entrée à l'université s'accompagne du coup d'un départ du domicile familial. Cela implique une réorganisation complète du quotidien, donc la gestion du logement, des finances, du temps. Même lorsque les étudiants restent chez leurs parents, leur rythme de vie évolue. Concernant la décohabitation, du coup, l'entrée à l'université s'accompagne pour une partie des étudiants de ce départ du domicile familial. Et cette décohabitation crée un changement important qui ne concerne pas seulement les conditions matérielles d'existence, mais aussi les modes d'organisation du quotidien. Les étudiants qui quittent le domicile parental doivent en effet apprendre à gérer de manière autonome un ensemble de dimensions pratiques. Cette nouvelle autonomie peut être vécue de manière ambivalente. D'un côté, elle est parfois valorisée comme une forme d'émancipation, associée à un sentiment plus de liberté. De l'autre, elle peut aussi représenter une source de difficulté, notamment lorsque s'ajoutent les exigences académiques en plus de celles qui sont privées. A l'inverse, une partie des étudiants qui restent chez leurs parents pendant les études, il faut savoir que cette situation permet souvent de maintenir du coup, bien un cadre matériel plus stable et peut aussi constituer des ressources importantes, notamment en termes de soutien financier, mais elle peut également limiter certaines contraintes de la vie quotidienne. Cependant, le maintien au domicile familial ne signifie pas nécessairement une absence de changement. Les étudiants doivent malgré tout s'adapter à de nouvelles exigences, notamment en termes de travail personnel et d'organisation du temps. Par ailleurs, cette situation peut aussi impliquer certaines contraintes, par exemple en termes de déplacement ou d'autonomie. Parmi les étudiants d'ailleurs que j'ai pu enquêter et qui sont restés chez leurs parents, on constate un souhait de partir dans les années futures. Ainsi, la question de la décohabitation met en évidence des expériences différenciées de l'entrée à l'université et elle contribue à structurer les conditions dans lesquelles les étudiants vivent cette transition en fonction de leurs ressources et de leur situation familiale. Plus largement, elle montre que la rupture associée à l'entrée dans le supérieur ne joue pas uniquement dans les apprentissages, mais aussi dans les conditions concrètes d'existence des étudiants. Concernant du coup plutôt l'université en elle-même, elle est un espace du coup plus vaste et plus anonyme que celle du lycée. Certains étudiants parviennent à construire de nouvelles relations, notamment dans les TD principalement. D'autres, en revanche, peuvent ressentir une forme d'isolement dès le début. On comprend d'ailleurs que pour certains étudiants, les nouvelles formes de cours impliquent une difficulté à rencontrer des personnes. Les CM en particulier entraînent une situation difficile pour pouvoir se rapprocher d'autres personnes. La comparaison est d'ailleurs souvent décrite entre les rencontres et les relations avec le lycée et celles de l'université. Les personnalités sont dites comme différentes, le grand nombre entraîne une distance et certains groupes se forment plus rapidement et du coup nécessitent qu'il ne faut pas attendre pour s'inclure. Les compétences relationnelles sont donc visiblement aussi importantes. Élise, donc l'une de mes enquêtées, parle par exemple d'une forte anxiété dans les grands amphis. Elle me dit « Être dans un amphi avec beaucoup de monde, moi, ça me stresse énormément. » On comprend du coup que la sociabilité entre étudiants apparaît comme une ressource très importante. Élise continue en m'expliquant qu'elle s'est fait rapidement du coup un groupe d'amis qui est très investi donc, comme elle. Elle arrive à facilement trouver sa place parce qu'elle trouve des personnes comme elle du coup. Et elle me dit donc « Après, j'ai rencontré des personnes comme moi qui aiment beaucoup travailler. » Donc on comprend que ces relations jouent bien un rôle important à la fois sur le plan affectif mais aussi académique, notamment à travers du coup l'entraide et les révisions. Là encore, le mode de recrutement de mon enquête
tend à rendre moins visibles les situations du coup les plus marquées par l'isolement, donc dans les discours. Enfin, l'entrée à l'université s'accompagne d'une transformation du rapport au temps également. Les étudiants doivent apprendre à gérer un emploi du temps moins structuré que celui du lycée, à organiser du coup leurs priorités et à trouver un équilibre entre vie privée et études. Suite aux différents entretiens, on constate que le nouvel emploi du temps crée des difficultés chez les étudiants, car le temps de pause entre les cours, principalement, sont parfois très importants, avec par exemple des cours jusqu'à midi, puis une reprise à 16 heures, chose qui peut en embêter certains, surtout ceux qui vivent loin, donc dans leur organisation. Cette expérience peut être vécue comme une contrainte, mais aussi comme une forme d'apprentissage de soi. Enfin, pour conclure, du coup, l'entrée à l'université apparaît bien comme une rupture, mais une rupture inégalement vécue. Elle dépend fortement des trajectoires scolaires, des origines sociales et des ressources dont disposent les étudiants. Les résultats montrent que certains s'adaptent relativement facilement, tandis que d'autres rencontrent davantage de difficultés. Cependant, ces difficultés sont probablement sous-estimées dans mon enquête en raison du biais de recrutement qui favorise les étudiants les plus présents et les plus en réussite. Ces résultats invitent à porter une attention particulière aux étudiants les plus éloignés de l'institution universitaire qui sont aussi souvent les moins visibles. Plus largement, ils montrent que la transition entre le lycée et l'université ne peut être comprise sans prendre en compte les inégalités sociales qui structurent les parcours étudiants. Je vous remercie. Dès à présent, nous pouvons passer aux questions qui nous ont été posées lors de sa présentation. Tu as dit avoir fait 14 entretiens, dont 13 avec des étudiantes et 1 avec un étudiant. Est-ce que c'était un choix ? Alors du coup, non, c'était pas du tout un choix. Le but, c'était vraiment de faire des parts égales. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue dans les TD pour présenter mon enquête. Et c'était en fait, je laissais mon mail et c'était au choix des étudiants de me contacter ou non. Et du coup, voilà. Mais c'était pas mon choix de base. Voilà. Est-ce que les personnes qui vivent mal cette rupture ont plus tendance à quitter l'université ? Alors, je me suis rendu compte, pas forcément par rapport aux difficultés, mais plus à la socio en elle-même. Je me suis rendu compte que, en fait, je crois que la majorité de mes enquêtés, sauf ceux qui savent qu'ils veulent aller en master MEF, par exemple, ne savent même pas s'ils vont finir la licence. Ils projettent vraiment pas dans l'avenir, en fait. Et c'est ce qu'on constate, mais c'est plus sur une question de sociologie, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Après, il y a des difficultés qui sont en lien aussi, parce qu'ils ne s'attendaient pas à autant de travail, par exemple. Mais du coup, oui, on voit qu'il y a des difficultés à se projeter dans un futur et d'aller même jusqu'à un master, quoi. Voilà. Tu as parlé d'une étudiante qui avait plus de facilité à apprendre par cœur. Est-ce que ça peut créer des difficultés au point de ne pas passer ? Et est-ce que tu suis ces étudiantes et étudiants après ? Du coup, non, j'ai pas fait de suivi. Après, par exemple, cette étudiante-là, en fait, le truc, c'est que c'est un peu biaisé, je pense, parce que le premier semestre, ils ont eu que pour les partiels, des partiels sur des questions de cours. Donc, c'était moins dans utiliser ses connaissances pour... voilà. Donc, cette étudiante-là, malgré qu'elle a eu des difficultés parce que l'apprentissage par cœur ne convient pas à tous les professeurs, elle a quand même eu plus de 16 de moyenne. Donc, ça ne lui a pas posé problème concrètement dans ses notes. Mais après, oui, ça serait intéressant de le voir sur, par exemple, une dissertation ou d'autres formes de partiel, quoi. Est-ce qu'il y a des étudiantes et étudiants pour qui le passage à l'université n'est pas une rupture ? Je dirais qu'il y a toujours une forme de rupture dans un sens, parce que en fait, il y a tellement de choses qui entrent en jeu que pour dire qu'il n'y a pas de rupture, je pense que c'est compliqué, même si elle peut être très bien vécue ou qu'elle passe, par exemple, du coup, par l'apprentissage par cœur. On voit que c'est la continuité de ce qu'elle faisait déjà au lycée. Mais il y a toujours une réadaptation, en fait, avec les normes, si je peux dire, de l'université. Donc je pense que même si elle est bien vécue et qu'on ne la voit pas toujours, il y a toujours cette forme, je pense, de rupture. Durant l'enquête, quelles ont été tes difficultés ? Alors au début, du coup, c'était de trouver une façon de contacter les enquêtés. Parce que à la base, je suis passée du coup par le référent de la L1, par mail du coup. Et ça a été
échec total. J'ai eu une seule réponse. Donc voilà. Donc après, j'ai trouvé la solution de passer par les TD et là, ça a beaucoup plus fonctionné. Ce qui a été aussi difficile, c'est que j'ai aussi mon expérience, du coup, vu que j'ai fait la licence, etc., de moi, ce que j'ai vécu, de ne pas le superposer, entre guillemets, sur les discours qu'on me raconte. Donc il y a eu ça aussi. Et aussi, ce qui a été un peu compliqué parfois dans les entretiens, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont venus vers moi parce qu'ils se disaient, vu que je suis déjà en master, je pourrais les conseiller pour la suite et tout, ce qui pose pas de problème, mais du coup, pendant l'entretien, ça pouvait dériver sur qu'est-ce que moi j'ai fait, etc. Donc, il y a eu ce biais-là aussi du donnant-donnant, mais du coup, ils se servaient de... Est-ce qu'ils auraient participé à l'enquête si j'étais pas en sociologie, par exemple? Je pense pas. Nous souhaitons remercier Océane Ferracha d'avoir accepté que nous enregistrions sa présentation. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.